Super. Oui, oui. Non, c'est... Bonjour Jérôme. Bonjour Virginie. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans ce grand live dédié aux facteurs humains dans la transition des entreprises. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec notre invité Jacques Fradin, je vous propose de vous donner quelques nouvelles du grand défi et puis peut-être pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois de rappeler très rapidement ce qu'est le grand défi. Absolument, ça me va très bien. Puis après, on recevra Jacques et puis on discutera avec lui de son parcours et de ce nouveau partenariat que nous avons monté avec le GIECO. Voilà. Donc le grand défi. Le grand défi, c'est une initiative que nous avons lancée Jérôme et moi il y a maintenant 6 mois de cela, et qui a pour vocation de fédérer le monde économique, le monde de l'entreprise en particulier, mais aussi avec la société civile et les territoires, autour d'un objectif commun qui est de créer une économie, c'est une économie qui soit durable, un modèle économique qui soit durable pour tous. Pour tous, ça veut dire aussi pour les entreprises, évidemment, et puis pour l'environnement et la société. Pour atteindre cet objectif, nous avons donc imaginé un processus en 3 étapes. Une première et au terme de ces 3 étapes, l'objectif va être donc de définir 100 propositions d'action prioritaires pour engager et même accélérer cette transition du monde de l'entreprise vers un monde plus durable, et surtout pour accélérer aussi, pour faciliter, pour permettre à la France d'atteindre ses objectifs en termes de décarbonation, ses objectifs climat et ses objectifs en termes de biodiversité. Donc finalement, mettre en place une économie qui soit compatible avec les limites planétaires, que ce soit sur le plan climatique, de la biodiversité, et tout ça évidemment dans un équilibre économique et social acceptable par tous. Pour atteindre donc cet objectif, 3 étapes. Une première étape qui sera une étape de consultation, on appelle ça la grande consultation, qui va réunir un certain nombre de partenaires, lesquels partenaires vont partager sur un dispositif dédié, sur une plateforme dédiée, leurs préoccupations, leurs questions et leurs recommandations, donc leurs propositions d'action prioritaires. Ces partenaires seront issus à la fois du monde économique, de la société civile organisée et des territoires. Et parmi ces partenaires, pour parler d'actualité, nous avons déjà de nombreux partenaires. Les derniers qui nous ont rejoints sont par exemple le Comité 21, ProDurable, To The Good Initiative, qui représente le monde de la finance, et puis donc le GIECO, on y reviendra avec la présence de Jacques Fradin tout à l'heure. Le deuxième étape, donc cette grande consultation va se dérouler tout au long de l'automne et amènera à la deuxième phase du grand défi, qui est une phase de délibération, de débat entre 150 entreprises qui seront tirées au sort, ou plus exactement entre 150 représentants d'entreprises tirés au sort. Effectivement, ça c'est pour représenter la diversité économique du tissu français. Et nous avons donc décidé de passer par le processus de tirage au sort sur la base de 4 critères. Un critère de taille d'entreprise, un critère de secteur d'activité, un critère d'implantation géographique et le 4e critère est celui du statut de l'entreprise. Donc à partir de là, on voudrait évidemment représenter l'ensemble du tissu économique et dans sa diversité, et la diversité de ses intérêts. Partant de là, donc ces 150 représentants d'entreprise vont être réunis lors de 6 sessions plénières et
ils auront pour objectif, pour mission, ils auront pour mandat, plus exactement, de formuler ces 100 propositions d'action. Pour faire ce travail-là, ils vont être répartis en trois collèges. Un collège de salariés, apparaté avec un salaire de dirigeant, et puis le troisième collège de représentants des 150 entreprises tirées au sort, ce seront des financiers et des actionnaires finalement de ces sociétés, et là, et avec pour vocation évidemment de reconstituer finalement, enfin de favoriser le dialogue interne à l'entreprise, alors que la phase de consultation, c'était plutôt dans l'environnement, les parties prenantes de l'entreprise. Là, on passe aux parties constituantes de l'entreprise. 6 sessions de travail, 6 sessions plénières, au moins une à Paris et les autres probablement en région. On sait déjà, par exemple, que la ville de Nantes, la métropole nantaise, accueillera une des sessions du grand défi, et on s'en réjouit puisque nous sommes en train de travailler effectivement aussi. Nous y sommes. Oui, nous sommes. On vous parle de Nantes et nous avons eu hier encore une réunion pour préparer cette session qui se déroulera à Nantes, cette session du grand défi à Nantes. Donc, au terme de six sessions plénières et qui seront intercalées, si je puis dire, avec des réunions de travail plus distancielles pour le coup et plus spécialisées. Et puis au terme de ce processus donc de délibération et après la formulation des 100 propositions d'action, eh bien nous entrerons dans une troisième phase qui commencera donc à partir de l'été prochain, d'ici 1 an à peu près, qui sera la phase de la grande diffusion. La grande diffusion, c'est le partage finalement de ces 100 propositions, mais un partage accompagné, le portage, on pourrait presque dire, des 100 propositions auprès du monde économique, en s'appuyant aussi sur nos partenaires, le réseau de partenaires que nous nouons autour du grand défi, qui est rassemblé autour du grand défi. Nous nous appuierons aussi, nous porterons aussi ces propositions auprès du monde politique, puisque je vous rappelle qu'à ce moment-là, nous aurons une nouvelle assemblée, un nouveau gouvernement. Donc c'est notamment auprès d'eux que nous allons porter ces propositions pour éventuellement inviter à ajuster les lois, les règlements qui nécessiteraient de l'aide pour la mise en œuvre de ces propositions. Et puis enfin, nous partagerons ces propositions sur un site collaboratif dédié qui a pour vocation de devenir un portail ouvert, destiné aux entreprises, donc ouvert à tous, destiné aux entreprises pour qu'elles y trouvent tous les éléments de compréhension et d'accompagnement pour la transition, une espèce de parcours finalement d'aide à la transition qu'elles pourront utiliser sur ce site collaboratif. Voilà en gros donc les grandes étapes du grand défi. Ce grand défi, ça représente toute une communauté aujourd'hui. J'ai parlé de la communauté de partenaires. Dans les partenaires, nous avons aussi évidemment de nombreux réseaux d'entreprises, des syndicats. Nous avons des étudiants, la société civile organisée. Nous avons, par exemple, récemment, nous avons été rejoints par les 6 principales associations étudiantes de la jeunesse étudiante. Je pense à Pour un réveil écologique, à Climates, à la COP2 étudiante, Together for Earth, à RESES et à FAGE. Donc ces 6 réseaux ont rejoint cette démarche d'accompagnement de la transition des entreprises. Nous avons aussi dans cette communauté, nous avons tout un réseau d'engagés. Vous en découvrirez peut-être certains à l'issue de notre présentation, enfin de ce grand live, qui vous parleront de leur engagement au sein du grand défi. Ce sont donc des professionnels dont le travail nous permet de progresser dans différents pôles de travail, que ce soit le programme, toute la partie participative, intelligence collective du grand défi, la communication, les partenariats, etc. Donc nous avons cette communauté d'engagés, les programmes, oui, j'ai dit. Toute cette communauté d'engagés. Nous avons aussi le comité éthique et scientifique qui bien sûr va veiller non seulement au respect des règles éthiques d'un tel processus, puisqu'il s'agit quand même d'un processus citoyen qui se veut le plus inclusif, participatif possible. Donc des règles éthiques, des règles de neutralité, puisque nous allons lors des 6 sessions plénières, nous allons auditionner un certain nombre d'acteurs, de scientifiques, de parties prenantes de l'entreprise. Donc il est important de veiller évidemment à la pluralité et à la neutralité scientifique des débats. Donc dans ce comité scientifique, nous avons différentes personnalités. La dernière qui a rejoint le comité éthique et scientifique, c'est Philippe Zawati, qui a rejoint Jean-Gabriel Ganacha, Christian de Pertuis, Olivier Favreau, Julie Pasquet, Jean-Baptiste Massoni,
Emma Aziza. Très bonne mémoire, dis donc. Il en manque un, mais j'arrive pas à savoir lequel. Voilà, exactement. Voilà. Et nous veillerons d'ailleurs à ce que ce soit, pardon, je t'interromps, à ce qu'il y ait une bonne représentation, enfin, de la diversité homme-femme. On essaiera d'arriver à 50-50, ce qui n'est pas encore tout à fait gagné aujourd'hui. Et puis, donc des partenaires, des co-signataires, des engagés, une équipe rapprochée, un comité éthique et scientifique. Et puis, il y aura les 150 tirés au sort, bien sûr, le moment venu. Le tirage au sort aura lieu à l'automne. Et puis, les derniers venus dans cette grande communauté, ce sont nos marraines. Les marraines, ce sont des organisations et des entreprises qui vont nous donner les moyens matériels et financiers, évidemment, pour monter cette opération, qui est cette initiative qui est extrêmement ambitieuse, et qui dit ambitieuse dit aussi coûteuse en moyens humains, mais aussi parce qu'un tirage au sort, par exemple, ça coûte très cher, parce qu'accueillir 150 personnes, les déplacer, ça coûte très cher, parce que faire intervenir des experts, ça coûte aussi. Donc voilà, donc on a besoin de soutien matériel, financier, et on fait appel donc à nos marraines, à des marraines pour cela. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai pu oublier dans la présentation du grand défi? Non, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Vous avez les toutes dernières nouvelles. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le dernier partenaire, un des tout derniers partenaires, pardon, du grand défi, c'est le GIECO. Alors le GIECO, on va apprendre rapidement ce que c'est. Et le GIECO, il a été lancé et il est présidé par Jacques Fradin, qui va donc être notre invité aujourd'hui. Et sur ce, je te cède la parole, Jérôme. Et bien sûr, je rappelle qu'à la fin, à l'issue de l'entretien avec Jacques, vous pourrez poser des questions à Jacques Fradin, mais aussi, si vous en avez des questions sur le grand défi, on sera ravis d'y répondre. J'allais dire, peut-être qu'on peut, s'il y a des questions qui arrivent tout de suite, peut-être qu'on peut les prendre, puisque par rapport à l'évolution, enfin, à ce que tu as apporté comme précision sur l'évolution et le développement du grand défi. Et puis, donc, bien sûr, allez sur le site, toute l'actualité du grand défi, tout ce que vous voulez, vous pouvez vous poser comme question en termes de processus. Voilà, tout ça est parfaitement détaillé sur le site qui est très complet. Donc, nous vous invitons à y aller. www.legranddéfi.org. Ouais, je vois d'ailleurs que Laura, Sophie ont déjà diffusé en live, alors c'est parfait, voilà. Nos vœux les plus chers sont exaucés. Donc, si vous avez des questions à poser sur le grand défi tout de suite, n'hésitez pas. Voilà, on voulait le mien pour devenir marraine, si vous voulez. Ce qui est vous pouvez aussi, et Laura ou Sophie ou Sandra, je ne sais pas, vous partageront aussi la newsletter qui permet à la fois de suivre évidemment nos actualités, mais aussi, eh bien, on essaie de faire une newsletter qui est très riche, ça nous prend beaucoup de temps, à la fois sur ce que l'on fait, sur nos aboutissements, notre développement, notre projet, mais aussi sur des éléments de fond, des analyses autour évidemment des questions de climat et de biodiversité, mais aussi de la transformation des entreprises, de la transition de la société. Donc voilà, on pourra vous partager rapidement la façon de nous rejoindre et de suivre cette newsletter. Eh bien voilà, c'est déjà fait, vraiment c'est très rapide. Merci à toute l'équipe des engagés et de tous ceux qui travaillent voilà, beaucoup, comme des fous, pour faire avancer ce grand défi. Je ne vois pas de questions, alors peut-être que je devrais un peu descendre, je ne vois pas de questions apparaître pour le moment. Donc, on pourra répondre évidemment à l'issue du dialogue que l'on va avoir avec Jacques Fradin à des questions peut-être plus générales sur le grand défi. Mais je propose, Laura, que l'on accueille tout de suite Jacques. Donc, le fondateur et président, le voilà qui apparaît. Bonjour Jacques du GIECO. Et on va parler avec vous, Jacques, de la question du facteur humain, parce qu'on sait très bien, pour travailler avec les entreprises depuis longtemps, que pour faciliter cette transition, cette transformation, mais il faut aussi travailler sur, un mot peut-être un peu bizarre, mais enfin sur la transformation des individus, des salariés, peut-être sur leur mise en cohérence entre finalement ce qu'ils pensent en tant que citoyens et leurs agissements, leurs actions à l'intérieur de l'entreprise. Donc Jacques, on est absolument ravis de vous accueillir pour ce live ce soir, mais aussi en tant que partenaire stratégique du Grand Défi, parce que cette dimension est fondamentale dans
dans ce que l'on a imaginé. Alors, je voudrais vous dire bonsoir, mais commencer tout de suite par vous poser la première question. Qui êtes-vous, Jacques? Voilà, pourriez vous présenter succinctement? Je suis médecin de formation, psychothérapeute, comportementaliste et cognitiviste. J'ai créé en 1987 un institut de médecine environnementale pour répondre à des besoins qui rentraient mal dans l'université à l'époque, même si beaucoup de connaissances existent déjà, l'épidémiologie notamment sur notre vie et santé. Et le comportement est un élément qui est apparu très vite comme fondamental dans la santé physique et mentale des gens. Pourquoi le comportement? Parce que on sait de plus en plus que la génétique pèse très peu dans le déterminisme de notre santé physique et mentale, et que c'est notre interaction avec l'environnement. Et comme nous sommes des êtres intelligents, nous pilotons plus notre écosystème que nous ne le subissons, pour le meilleur et pour le pire, si je peux dire. Ça, c'est vrai pour la santé, et donc progressivement est apparue la nécessité d'accompagner pas seulement les individus dans leur prise en main de leur santé physique et mentale, mais aussi relationnelle et collective, pour ne pas dire institutionnelle, d'où le glissement progressif vers le GIECO. Donc voilà, pardon. Voilà ce lien, voilà. Et alors, du coup, avant qu'on parle peut-être plus spécifiquement du GIECO et ce que vous avez fondé, ce que vous développez, ça veut dire quoi exactement cette notion du facteur humain? Et parle bien fort, Jacques, parce qu'on t'entend à peine. Ah bon, alors, on va essayer de voir si ça va être mieux. Je n'ai pas vu de moyen de régler la puissance du son, donc je vais essayer de parler plus fort. Voilà, donc, très bien, merci. N'hésitez pas à me le redire, puisqu'on a plus de mal à gérer sa voix tout seul devant son écran que devant une salle. Donc, la question était, qu'est-ce que le facteur humain? Le facteur humain, c'est tout ce qui constitue le déterminisme de nos relations, de nos croyances, de nos interactions, de nos investissements à tous les sens du terme, de s'investir à titre privé ou collectif, et qui va en quelque sorte changer le parcours individuel ou collectif de notre vie. Ça vaut pour la dimension individuelle. Alors il y a des choses évidentes, quand on démarre des études, quand on investit pour des métiers, quand on crée une famille, quand on éduque des enfants, quand on se crée un projet de vie, on investit et on change le destin de sa vie, assurément. Dans quelle mesure, collectivement, peut-on prendre conscience, donc devenir davantage empouvoiré, comme diraient les anglo-saxons, lucide, sur les leviers qui réellement ne sont en quelque sorte que suivistes. On prend les courants comme ils sont et on part avec. On fait en quelque sorte, on se laisse glisser sur la vague. Et à quel moment, au contraire, on peut décider qu'on veut changer de vague ou on veut changer de parcours? Comment peut-on devenir non plus seulement un objet à la dérive sur le flot, mais voileux ou surfeur? Et le facteur humain, c'est tout ce qui représente à la fois un destin, donc on se dit, qui représente une opportunité lorsqu'on le prend en main. Donc on est véritablement sur un élément absolument clé de notre prise en compte de notre destin. Et j'ai envie de dire peut-être ce qui m'a le plus... D'ailleurs, le terme de facteur humain vient dans ce domaine-là, c'est de l'aviation au départ, sauf erreur de ma part. Le facteur humain a été décrit comme, au départ, les facteurs de risque d'accident d'avion, militaire et civil. Ouais. Il est devenu progressivement un facteur de résilience qui a considérablement amélioré la sécurité, puisqu'on a pris l'humain comme il était pour le gérer, comme il était pour faire que les avions ne tombent pas. Et c'est devenu un facteur d'amélioration qu'on appelle le retour d'expérience, le REX, le RETEX. C'est devenu une vraie machine à produire, à créer, et qui produit plus que la simple reproduction de ce qui marche. Autrement dit, on apprend de l'erreur, de l'apprentissage, de l'incertitude, de l'approximation, voilà. Et la capacité à tirer parti des difficultés fait partie de la prise en main du facteur humain. Donc, j'ai véritablement, à côté de ce que je voyais en médecine et en santé publique, j'ai appris beaucoup de ma coopération pendant 8 ans de recherche avec l'Institut de recherche biomédicale des armées sur le stress des pilotes militaires et de tout ce qu'ils avaient déjà déployé, de ce que peut-être mes compétences ou mes domaines de connaissances pouvaient apporter sur les neurosciences et autres.
Mais j'ai beaucoup appris également de ce domaine-là et eu envie de me dire, mais finalement, le rétexte, est-ce que c'est pas ce qui manque, dans une certaine mesure, un des outils qui manque à la société aujourd'hui, de tirer parti de son apprentissage pour prendre en main son destin, réduire cette dissonance entre ce que l'on aimerait qu'il soit et ce qu'on fait sans le savoir. Alors, vous parlez de dissonance. Justement, comment on arrive, selon vous, alors c'est une question complexe, mais comment on arrive à réduire cette dissonance entre ce que moi je suis, mes valeurs, ce que je porte en tant qu'individu, et ce que soit mon entreprise porte elle, ou ce que j'ai envie de porter quand je suis salarié, manager, peu importe, de mon organisation? Il y a trois dimensions, si je peux faire simple. Une individuelle, c'est le fait d'arriver à s'aligner, entre guillemets, entre ce qu'on pense et ce qu'on est prêt à assumer, si je fais très court, très simple. Et c'est un vrai travail de développement personnel qui, dans certains cas, relève plus du coaching ou de la maturité ou de la discussion entre amis, dans les discussions métaphysiques qu'on a parfois le soir entre amis, qui relève aussi de la culture, de l'échange, de l'expérience, ou qui, dans d'autres cas, relève du développement personnel, de la psychologie, de la psychiatrie, et je ne sais. Donc, la première dimension est individuelle, aider quelqu'un à s'affirmer, à s'assumer, à se connaître. Deuxième dimension, relationnelle. Tous les éléments qui font qu'on est performant ou pas pour arriver à s'affirmer, à se faire connaître pour ce qu'on est, à faire porter ses idées, à les faire partager, à les faire avancer, voire devenir comme les romantiques, quelqu'un qui est capable d'enthousiasmer. Je sais pas, je pense à Nelson Mandela, par exemple, qui du fond de sa prison a changé le destin de l'Afrique du Sud, c'est quand même pas mal. Donc on est plus ou moins performant sur le fait de s'affirmer, de s'exprimer et de le partager ou pas, et d'être capable de coopérer dans des contextes complexes. Autrement dit, le team building, par exemple, faire travailler des gens différents ensemble pour produire des choses qui sont plus aspirantes vers le haut, autrement dit, qui permettent à des gens de s'épanouir. Et puis la troisième dimension est institutionnelle ou organisationnelle, comme on veut. Comment créer la monnaie qui va avec une société, comment les monnaies, comment créer les fiscalités, comment créer les réglementations, sachant que dans bien des cas, l'enfer n'est pas des bonnes intentions. Si on fait des études scientifiques sur tous ces facteurs-là, qu'on s'appelle anthropologue, sociologue, psychologue, psychiatre, neuroscientifique, ou je ne sais encore, on s'aperçoit que bien des choses que l'on croyait efficaces ne fonctionnent pas, bien d'autres contre-intuitives que l'on n'aurait jamais cru quand on mesure, quand on analyse, quand on expérimente, fonctionnent. Les nudges et beaucoup d'autres facteurs qu'on décrit aujourd'hui et qui montrent que la dissonance, c'est d'abord l'ignorance. Bien sûr, dans certains cas, c'est conscient et c'est lucide et c'est des choses qu'on n'a peut-être pas assez décomptées. Dans bien d'autres cas, on croit qu'on fait une chose qui va produire certaines choses et on en produit d'autres. Et on découvre 20 ans plus tard, collectivement. Ok. En fait, finalement, alors ce facteur humain, c'est ce que vous l'avez traité au GIECO, qui porte bien son nom, parce qu'évidemment, il y a un lien avec le GIEC, enfin, en tout cas, dans l'ambition que vous portez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le GIEC? Ça fait quelques années que vous travaillez dessus, et puis là, vous travaillez maintenant sur son développement et son lancement opérationnel. Alors, c'est quoi le GIEC? Et puis, ça va servir à quoi? Alors, le GIECO est un GIEC du comportement ou du cognitif, comme on veut. Donc, c'est un GIEC du facteur humain, c'est, je dirais, le GIEC du facteur humain des transitions écologiques, assurément, climatiques. La première, parce que sans doute la plus dangereuse et la plus menaçante dans l'équilibre de notre société d'aujourd'hui, même si ça reste pour l'instant quelque chose devant. Mais c'est aussi les autres transitions. On voit bien que la société d'aujourd'hui mute de tous les côtés et que la conséquence sur le climat n'en est qu'une parmi d'autres. On voit bien que quand on nous dit, par exemple, que le numérique va bouleverser 30 ou 50 ou 80% des métiers dans les 20 ou 30 ans qui viennent, en faire disparaître certains, en faire apparaître d'autres. Alors, si on regarde bien dans l'histoire humaine, ça s'est déjà produit des tas de fois, mais plus on est curieux, plus on est cultivé, plus on a de chercheurs qui travaillent dans tout ça, plus on anticipe, ça c'est nouveau. Et c'est la grande nouveauté, c'est que on voit bien mieux qu'avant les murs dans lesquels on va aller, les périls auxquels
va se heurter, on a beaucoup plus d'idées sur ce qu'on pourrait faire pour ne pas y aller ou pour faire autrement. Autrement dit, pour en faire un projet mémorisé. Et ça s'est déjà passé dans l'histoire. J'ai 4 exemples que je trouve particulièrement amusants à mettre en perspective aujourd'hui. Le siècle des Lumières. Combien de gens, en fait? On dit le siècle des Lumières, mais c'était combien de gens qui ont fait le siècle des Lumières? Pour situer quand même quelques dizaines, quelques centaines dans le monde, qui ont pourtant inspiré des siècles. Ça, c'est le siècle des Lumières. Les 30 Glorieuses. Est-ce que c'était évident qu'après une guerre qui avait ruiné l'Europe, et une guerre qui avait ruiné le Japon, et qui avait peut-être creusé des fossés irrémédiables, regardez comment parfois les peuples se refont des guerres, les Serbes et les Croates, et j'en passe, pendant des siècles, et ça recommence toujours. Pourquoi ça a pu produire de la paix, une période de développement? Parce qu'il y a des gens qui ont créé quelque chose, une toute pièce au milieu de nulle part, Nelson Mandela. Plus récent, le protocole de Montréal, de trou d'ozone. Je me rappelle de l'époque, on pensait tous que c'était perdu, les écolos de l'époque. Et puis en fait, ça s'est réglé en 10 ans, mais vraiment, tous les modèles montrent qu'en 2060, ça devrait à peu près être fini de régler la vitesse où ça va. Et c'est moins lié à la lenteur de l'humain qu'au temps qu'il faut pour restaurer la couche d'ozone. Et c'était bien plus grave qu'aujourd'hui. La couche d'ozone, c'est si on avait laissé l'ozone se détruire à la vitesse que c'était parti, et les jetons mourraient tous, donc nous avec. C'est pas de dire le monde va changer, parce qu'il se réchauffe. L'écosystème va changer, ça va être extrêmement bousculant pour l'humain, mais comme le disent les biologistes, c'est pas la vie qui va mourir, c'est peut-être la collectivité humaine telle qu'on la connaît. Donc, on va dire que c'était bien plus grave à l'époque, ça s'est réglé en 10 ans. Et puis, le dernier élément que je vais me donner, c'est le numérique, le crash numérique de 2000. Si on lit la presse économique de l'époque, personne ne donnait cher de l'avenir du numérique dans les décennies qui venaient. Au point que les investisseurs sont partis ailleurs. C'est pour ça qu'il y a une crise. Sauf quelques-uns qui sont devenus les GAFAM. Et ce qui était impossible, ils l'ont fait en 10 ans, à l'échelle planétaire, parce qu'ils ont invité les spécialistes du comportement pour comprendre pourquoi leur bug, qui n'était pas technique, mais qui était humain, ils n'avaient pas trouvé le marché. Alors qu'ils avaient des réponses qui auraient dû intéresser le marché. Et quand ils ont su lever le bug humain derrière la créativité technologique, on a eu le tsunami numérique qu'on connaît en 10 ans. Donc oui, on peut changer la planète en 10 ans. Ça s'est passé constamment, à certaines époques, dans certaines conditions. Et d'autres fois, on s'est tapé un Moyen-Âge qui a duré 1000 ans, à la fin de l'Empire romain. Donc l'humain peut ne pas comprendre ce qui lui arrive, même quand il est en cause. On sait que l'Empire romain est mort, par exemple, des épidémies. On parle de la Covid aujourd'hui. La peste et le choléra et autres maladies de ce genre, déjà parce qu'à l'époque, on avait mondialisé l'économie, ont importé les virus et les bactéries qui ont fait Rome. Les historiens d'aujourd'hui disent que quand Rome a été envahie par les Goths et les Visigoths, il y a plus de 20 000 Romains. Donc ce n'est pas les Visigoths qui ont gagné contre l'Empire romain, c'est l'Empire romain qui s'est auto-détruit parce qu'il n'a pas su gérer sa mondialisation. Avec les connaissances d'aujourd'hui, il y aurait peut-être échappé. Alors pour en venir au GIECO, du coup, exactement. Votre ambition et ce que vous allez concrètement faire. Comprendre pourquoi les transitions sont difficiles ou pas, identifier les facteurs de succès, identifier les facteurs de changement et de non-changement, individuels, relationnels, organisationnels. En informer chacun, parce que pour moi, le premier facteur d'échec est l'ignorance. L'ignorance individuelle est partagée. Et ce n'est pas le fait de répéter toujours les mêmes informations en boucle sur les risques auxquels on est exposé. 80% des gens, même dans les codires que j'accompagne ou autres, quand on parle à la pause entre personnes, les yeux dans les yeux, tout le monde sait. 80% des gens ne croient plus à ce qu'ils font aujourd'hui, même dans les grandes structures. Ils n'y croient plus, individuellement. Pour ne pas dire, je ne sais pas, certains acteurs des grandes institutions américaines qui amènent déjà leurs enfants à préparer l'autrement et l'ailleurs. Donc, individuellement, on ne croit pas. Pourquoi, disent les sociologues, à travers ce qu'on appelle le paradoxe d'Abilène, pouvons-nous prendre encore des décisions absurdes quand individuellement, nous n'y croyons pas? C'est parce que les stratégies de succès nous échappent. Donc, faute de savoir comment faire de façon suffisamment fiable, on continue en espérant que ça continue à durer un peu. Alors, si on apportait des réponses, plus solides sur les stratégies qui performent, sur le facteur humain,
Ben, je ne sais pas bien s'il y aurait beaucoup d'opposants. En tous les cas, c'est une hypothèse. Alors, je rebondis sur une remarque que je m'étais faite il y a quelques jours, une remarque de Julien Marcinkowski, qui dit, oui, certes, d'une certaine façon, mais le trou dans la couche d'ozone avait une solution technique, on va dire, relativement simple. Simple, je ne sais pas, mais enfin, on va peut dire relativement simple. Alors que là, on sent quand même que la transition et le fait qu'il y ait des blocages vient aussi de l'aspect systémique, en fait, et des blocages que ça peut créer. Relisons les articles de l'époque, on nous expliquait que le facteur humain rendrait incontrôlable le trou d'ozone parce qu'il y aurait toujours des gens qui allaient produire. Si on l'interdisait dans un pays, un autre allait le produire, ce qui est en partie vrai d'ailleurs. Il continue à y avoir des productions des facteurs en question dans certains territoires de l'Inde ou de la Chine. Ça continue à perturber l'ozone et à retarder un peu les choses, mais ça représente une petite marge de ce que ça aurait été autrement. Parce qu'effectivement, les pays ont pu se mettre d'accord, parce qu'effectivement, les organisations économiques ont réussi à se mettre d'accord contre le cours du jeu, parce que, pour différentes raisons, certains acteurs ont pu avoir un rôle clé et ça aurait pu ne pas avoir lieu. Autrement dit, le facteur humain, oui, c'est vrai, techniquement, c'était plus facile à résoudre, mais le facteur humain était loin d'être résolu. Il y avait les mêmes facteurs de conflit d'intérêts, politiques, géopolitiques qu'aujourd'hui. Et c'était aussi vertigineux parce que ça allait plus vite et c'était plus grave. Mais, Jacques, si je puis me permettre, Ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Il n'empêche que pour avoir vécu avant le protocole de Montréal et après, je n'ai pas changé mon mode de vie pour ça. Alors que c'est très bien que le fait de faire face aux défis de la biodiversité et du climat va engager des modifications du mode de vie de chacun. Et donc, on n'est peut-être pas dans le même... C'est un cran au-dessus, mais pas aussi fondamentalement qu'on imagine. Une grande partie des produits qu'on consomme aujourd'hui posent problème parce qu'ils sont produits. Et après le protocole de Montréal, les produits qui étaient néfastes ont cessé d'être produits. Et donc, on n'a pas demandé aux gens de changer. Ils ont pu continuer à consommer ce qui était vendu dans les grandes surfaces et ailleurs, parce que ce qui était vendu dans les grandes surfaces était Montréal compatible. Donc, si on crée les mêmes conditions aujourd'hui, qui fassent que ça soit climat compatible, et que ne soit plus vendu dans 10 ans ou 20 ans, parce qu'on aurait fait des transitions de façon orchestrée intelligemment, avec les bons niveaux d'ambition qu'il y avait pour le protocole de Montréal, qui était d'arrêter le trou d'ozone, ce qui n'est pas encore le cas sur le plan politique. Pourquoi ça n'a pas lieu? Parce que les investisseurs ne sont pas au rendez-vous, parce que la cohésion qui a eu lieu sur un secteur plus limité a permis justement, c'est ce que disent d'ailleurs les ONG aujourd'hui, même Greenpeace et autres, on dit 70% c'est des décisions politico-économiques, 30% c'est des décisions individuelles. Si on pousse un peu plus loin, on pourrait aller jusqu'à dire les décisions individuelles, c'est 0% sauf dans le bulletin de vote. Je vote pour des gens qui veulent ça. Mais après, on produit des produits qui, dans 20 ans, sont climato-compatibles ou je ne sais. Autrement dit, redit autrement, je peux pousser même un peu plus loin. L'éducation qu'on produit aujourd'hui est-elle compatible avec un développement durable? Je vais prendre un exemple. Des pays scandinaves, des cours d'empathie. Vous avez peut-être lu. Qu'est-ce qu'un cours d'empathie? C'est un groupe de parole, en gros, où on fait parler des enfants sur des choses intimes qu'ils n'auraient pas osé dire, même quand ils n'ont pas de problème particulier. Des groupes de parole, ça change radicalement les relations sociales entre les élèves et avec les enseignants et avec les adultes. Radicalement. Ils sont coopératifs, sont beaucoup plus engagés dans ce qu'ils font, ils sont plus authentiques, le rapport de force baisse considérablement. Ça coûte rien, n'importe quel prof peut suivre l'organisation d'un groupe de parole en quelques heures, ils les forment. Ils prennent 1 heure par semaine, ça, pas de budget, pas de personnel dédié, ça coûte rien, ça rapporte gros. Pourquoi on ne le fait pas mondialement? C'est une grande question que, par exemple, le GIECO peut poser. Partager les connaissances, les rendre transversales, les rendre interdisciplinaires, travailler, et c'est pour ça que maintenant, question, pourquoi moi en tant que GIECO président, ou le GIECO est partenaire du Grand Défi, et pourquoi est-ce qu'on a créé une alliance pour le GIECO? C'est parce que si on fait un rapport qui n'est lu par personne, et si ça met 30 ans à avoir un impact, ça n'aura aucun intérêt. Et on a besoin, d'un changement systémique dans lequel il y a des chercheurs transdisciplinaires, 35 disciplines dans le GIECO sur 76 pays aujourd'hui,
on a besoin d'interlocuteurs qui sont des interlocuteurs comme le Grand Défi, qui sont des interlocuteurs comme des institutions, comme des entreprises, comme des grandes écoles, comme des ministères de l'éducation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée de façon systémique les conditions pour que le durable soit désirable et faisable. Et ça, c'est une transition qui ne peut qu'être décidée par les facteurs humains. Qu'est-ce qui se décide sans nous aujourd'hui? Ce n'est pas le climat qui change tout seul. Il y a bien des comportements en amont et pas que des technologies. Donc voilà, ça c'est le cas. Là, on avait deux, trois questions, puis après je voudrais prendre une ou deux autres questions qui sont apparues dans le chat. Virginie? Oui, tu viens de mentionner l'alliance du Grand Défi avec le GIECO. Dans ce qui motive, dans une des motivations fortes du Grand Défi, c'est l'idée de faire converger tout ce qui est entreprise. En réalité, il y a beaucoup de choses qui sont entreprises aujourd'hui pour répondre à cette crise climatique et de la biodiversité. Beaucoup d'initiatives à l'échelle de la société civile, des entreprises, à l'échelle politique. Et effectivement, on ne voit pas pour autant, en dépit de la multitude, on ne voit pas les courbes infléchir. Et donc l'idée du Grand Défi, c'est de se dire que peut-être en faisant converger autour de quelques actions, en l'occurrence sans proposition d'action, ce serait peut-être un peu moins, un peu plus, j'en sais rien. On verra. Voilà, on verra. Mais en tout cas, en mobilisant l'ensemble de ces acteurs autour de finalement de leur plus petit ou plutôt plus grand dénominateur commun dans l'objectif, et qu'on pourra avoir un impact. Au niveau du GIECO, comment est-ce que vous recommandez, comment est-ce qu'on peut créer de l'intérêt commun qui soit suffisamment fort pour qu'il soit à la fois commun et individuel, puisque c'est là où on peut probablement enclencher une action convergente. Comment tu vois les choses à ce niveau-là? J'ai un exemple qui me paraît très pertinent ce soir en particulier, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Bon, on a pris des gens tirés au hasard, sachant qu'un sur deux a dit qu'il voulait bien et l'autre pas. Une bonne part sans doute par indisponibilité ou non-désir, peu importe, mais en tous les cas, voilà, 1 sur 2 a dit oui, qui était quand même au départ tiré au hasard, qui n'était pas forcément complètement convaincu, voire favorable, et qui ont réfléchi ensemble dans un contexte dit favorable, et qui ont convergé considérablement. En psychologie, on appelle ça le consensus dur par opposition au consensus mou. Le consensus mou, c'est ce qui ne nous sépare pas. Le consensus dur, c'est ce vers quoi on peut converger si on confronte nos points de vue. La disputatio, disait-on en philosophie. La vraie dispute au sens de confronter nos points de vue au vrai sens constructif et de construire des choses convergentes. Le consensus dur, le vrai consensus, est un consensus, comment dire, qui est embarquant, autrement dit, ça me fait penser une phrase d'Einstein, un problème impossible est d'abord un problème mal posé. La Convention citoyenne du climat commence à mieux le poser. Donc si un problème ne fonctionne pas, c'est qu'il n'est pas abordé de façon suffisamment systémique. Les GAFAM ont créé des conditions systémiques qui ont changé le monde. 5 entreprises, quelques milliards de dollars d'investissement, mais à l'échelle du monde, c'est une poussière. Ils ont fait un prodige. Après, on peut les critiquer aujourd'hui, mais je dirais que ce n'est pas les clics qui posent problème, c'est parce qu'ils n'ont pas intégré le facteur complotiste. Par exemple, entre autres, parce que ce n'était pas leur enjeu de départ, et ce n'est peut-être pas leur métier. Peut-être que c'est un problème éducatif, c'est un problème philosophique, c'est un problème de je ne sais quelle autre dimension. Le rôle du GIECO, c'est de créer, comme le GIEC, de sortir toutes les connaissances, de les croiser, de sortir ce qui est robuste et de le transcrire à travers des livrables applicables par des acteurs dont ça n'est pas le métier. Et de travailler avec des organisations comme celles qui ont un engagement sociétal, comme le Grand Défi. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux d'être là ce soir, parce que je me sens très proche de votre démarche. Je pense qu'il faut des démarches de ce genre. Celle pour le climat, voilà, citoyenne le montre. Pour les entreprises, c'est un cran au-dessus, parce que si les citoyens, c'est 30% du changement, et les entreprises, 70%, il faut y aller, quoi. Et alors, après, il va falloir des institutions. Je vois avec les institutions. Pardon Jacques, je vois que le temps on a déjà dépassé, mais c'est pas passionnant, donc on se nourrit. Je vais répondre une question qui a l'air assez évidente qu'on se pose tous, c'est-à-dire que certes, la connaissance est fondamentale, mais elle n'induit pas nécessairement l'action. Donc comment, toi, tu essayes de faire ce lien fondamental qu'on essaye tous de faire, connaissance
savoir profond, mais action. Alors, je vais le dire autrement. Une connaissance est vraiment efficace quand elle est pertinente. Et si elle n'est pas efficace, c'est qu'elle est encore suffisamment impertinente et rien d'autre. Autrement dit, pourquoi est-ce que nous sommes si peu efficaces aujourd'hui dans notre société? C'est qu'on a oublié un facteur, c'est le facteur humain. On s'intéresse aux connaissances de la physique, de la biologie, des autres espèces à la limite plus que nous. Et le facteur pauvre, c'est le facteur humain. On n'est pas branché sur la philosophie, sur la connaissance de soi, sur la psychologie. Je lisais encore, je suis psychothérapeute, je lisais encore un article que je trouve hallucinant. 5% aujourd'hui font une démarche de développement personnel au cours de leur vie. Pourtant, 40% souffrent de dépression à un moment ou à un autre, mais traiteront par des médicaments ou simplement subiront. Et les autres s'en soucieront pas. Ça veut dire qu'on attend soit d'être malheureux comme tout, voire suicidaire pour s'intéresser à soi, et dès qu'on peut l'oublier, on passe à la suite. Alors qu'on ne ferait jamais ça avec sa voiture, avec la gestion de son budget ou avec son entreprise si on est entrepreneur. Donc le facteur humain et le facteur pauvre, ce qui nous résiste, c'est le facteur humain. Est-ce bien surprenant? Il faut qu'on le trouve. Quand on est bon dans un domaine, les effets suivent les causes. Merci beaucoup, Jacques, de ces éclaircissements. On est encore une fois ravis d'accueillir le GECO parmi nos partenaires. Je rappelle qu'il y a aussi bien des réseaux d'entreprises, des institutions, des ONG, des organisations d'aide à la transition, et puis des organisations comme la tienne vont nous aider sur certains points qui nous sommes cruciaux et sur lesquels on aura besoin de se nourrir de ton savoir et du savoir de tous ceux qui travaillent avec toi. Et puis, ces partenaires stratégiques, on rappelle, alors je voyais que Lionel nous a rejoint. Alors lui, c'est pas un partenaire stratégique, c'est une marraine en quelque sorte, en tout cas Harmonie Mutuelle, qui a accepté de nous soutenir. On en est absolument ravis. Je dirais que les partenaires stratégiques vont nous accompagner à tout moment, à toutes les étapes qu'a présentées tout à l'heure Virginie, c'est-à-dire en amont dans la consultation, pour faire remonter leurs hésitations, leurs interrogations, mais aussi leurs propositions, et pour nourrir le travail finalement aussi des 150. Ensuite, les 150 vont travailler ensemble, et on travaillera plus particulièrement aussi avec les partenaires sur un point qui nous paraît crucial, c'est comment on passe de ces 100 propositions prioritaires à leur diffusion et à leur mise en place. Parce que l'idée, c'est évidemment pas, vous l'avez compris, de faire un livre blanc, mais de bien travailler sur la façon dont ces propositions vont pouvoir transformer le réel. Et donc, en cela, notamment les réseaux d'entreprises, ceux qui travaillent avec des dizaines et des centaines de milliers d'entreprises au quotidien, eh bien, vont aider, vont contribuer, vont faire que finalement, ces propositions deviendront des leviers opérationnels de la transition. Donc, la diffusion est effectivement un moment fondamental. Et puis, je dirais, dans la grande délibération, il y aura d'ailleurs une des sessions, c'est-à-dire la 6e, où on travaillera sur ce point-là, c'est-à-dire comment on passe de ces 100 propositions à leur mise en action. Et là, l'expérience, la réflexion de tous nos partenaires stratégiques nous aidera beaucoup aussi pour travailler sur cette dimension. Et évidemment, Lionel représente aussi, vient de le dire, les dirigeants responsables de l'Ouest, DRO, qui est partenaire stratégique. Et on a, c'est vrai, tout un bassin ici à Nantes, on en plaisante souvent avec Virginie, mais tout un bassin d'organisations, d'entreprises très engagées à Nantes, qui a un territoire d'exception, peut-être pas un hasard d'ailleurs, si Nantes devient le premier territoire partenaire du grand défi. Alors, merci Jacques. On va peut-être passer un petit moment à répondre à des questions que vous auriez plus précisément sur le grand défi en lui-même, sur le développement, peut-être sur votre façon de vous engager, soit en tant qu'entreprise, en tant que citoyen, en tant qu'organisation. Donc, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra. Donc, on va laisser un peu de temps. Merci Lionel de ce petit trait d'esprit, mais on va laisser un peu de temps. Il me semble qu'il y avait une question de Valérie Petitbon. Une question de Valérie Petitbon. Je vais essayer de la retrouver. Parce que les autres, c'est des remarques, mais non, c'était une question. Voilà. Non. Non, c'était une remarque plutôt. Voilà. Et alors, pendant ce temps-là, j'ai demandé à Laura de préparer la diffusion du petit film que nous avons réalisé
où finalement les engagés, vous savez qu'on est une communauté, on l'a déjà essayé, on l'a déjà enfin, expliqué d'une certaine façon, des engagés qui se sont engagés dans le grand défi pour le faire avancer. Ils sont toute une communauté de bénévoles qui travaillent sur le programme, le développement des partenariats, sur les méthodes que l'on utilisera évidemment, pour faire travailler les 150 ensemble, sur la création de la plateforme participative, la plateforme de consultation. Et évidemment, c'est grâce à leur énergie, à leurs compétences qu'on arrive à avancer. Et là aussi, ils y mettent pas mal de facteurs humains. Si tu me permets, Jacques, est-ce que Laura, tu peux me dire si on est prêt à passer ce petit film? Et en attendant, moi, Ouais. j'ai une question pour Jacques, puisque le GECO est devenu partenaire du Grand Défi. Pour toi, un grand défi réussi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit se fixer au-delà des 100 propositions, qui sont peut-être 80, 120, je ne sais rien, mais au-delà de cet objectif opérationnel, d'avoir des propositions de changement des entreprises, pour toi, une fois qu'on a ces propositions, c'est quoi la réussite du grand défi? Et là c'est un peu provocateur, mais quels sont les risques? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas échouer? Le facteur humain dans le grand défi, dans l'organisation du grand défi. Essayer de raisonner très systémique au sens de ce qui fait qu'une chose non pas seulement est intelligente et pertinente, mais qui pourrait nous empêcher de la faire individuellement et collectivement. Je parlais tout à l'heure du paradoxe d'Abilène. Le paradoxe d'Abilène, c'est comment, bien qu'on prenne conscience qu'une chose faudrait la faire, on a plus de facteurs de rétention, de freins que de facteurs d'action. Autrement dit, au-delà du rationnel observable qui devrait suffire, il faut trouver tout ce qui peut nous entraîner pour le faire ou tout ce qui pourrait faire la résistance. Je prenais l'exemple des GAFAM, c'est justement là-dessus qu'ils se sont posés la question. Donc, on appelle aujourd'hui, entre autres, nudge, les coups de pouce, l'ergonomie cognitive. On s'occupe beaucoup de l'ergonomie du corps, il faut s'occuper de l'ergonomie sociale. Qu'est-ce qui va faire qu'une chose va résister? Qu'est-ce qu'il faut faire qu'on aura plus d'alliés que d'opposants? Chaque fois qu'on a des opposants, c'est qu'on a des perdants. Qu'est-ce qui fait qu'une société peut faire du gagnant-gagnant, donc perdre ses opposants? Ce qui est logique, ils s'opposent parce qu'ils se sentent exclus ou parce qu'ils ont l'impression de l'être. Donc, comment accompagner ce changement pour faire que le numérique aujourd'hui, il est plus friendly qu'inquiétant pour la plupart des gens. C'est pour ça qu'il marche. S'il n'était qu'une contrainte, il ne marcherait pas. Alors que tout le monde sait au départ qu'il est utile. Et donc, la réussite, voilà. Le critère de réussite? Le critère de réussite, c'est que c'est contagieux. La première contagiosité, c'est dans les organisations dont les dirigeants vont le faire. Ça va réellement s'implémenter. On pourrait faire, par exemple, pourquoi pas, qu'il y ait une mesure des volontaires dans les centres d'entreprise pour qu'on aille mesurer les indicateurs de réussite. Et puis surtout, comment dire que ça donne envie à d'autres. Encore une fois, les GAFAM, si je reprends l'exemple du tsunami numérique parce qu'il est particulièrement parlant, aucune loi n'a favorisé ça. Ça a créé l'envie, ça a créé un entraînement qui fait que ceux qui n'étaient pas dedans étaient économiquement morts. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y avait quand même le fait que les gens n'avaient pas le choix? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'étaient pas spécialement, et toujours d'ailleurs, qui sont assez réfractaires, mais à partir du moment où tu ne peux plus faire tes impôts, je dis n'importe quoi comme exemple, parce que c'est pas vrai, mais… Ça suppose que 70% des gens aient fait le saut, par contre volontairement. Autrement dit, ça veut dire que quand on a réussi à embarquer une grande partie des gens, les autres n'ont plus trop le choix. Mais ça a toujours été comme ça. Mais embarquer 70% des gens, c'est sans avoir la force ni la loi, ça suppose d'être très fin, psycho-sociaux, anthropo, tout ce que vous voulez. Sinon, vous ne l'aurez pas, même si vous avez un très bon produit, on le sait très bien. Donc, on va dire que les grands changements sont d'abord des questions psychosociologiques, qui relèvent aussi bien de l'art de vivre que de la science, et que je pense qu'effectivement, le facteur humain c'est pas pour vendre ce que je crois. Au départ, j'ai été médecin, je suis pas psy à la base. Je le suis devenu, mais ça m'a convaincu. J'en suis arrivé.
Pour donner un ordre d'idée, dans le domaine qui m'occupait le plus au départ, la santé alimentaire, le mode de vie alimentaire, 95% des prescriptions n'étaient pas suivies. Quand on fait un tel bilan, on dit il faut que je change de métier ou que je change mon métier. J'ai préféré changer mon métier que 2 métiers. Et ça m'a appris plein de choses. Et c'est la psychosociologie. Je dirige un DU aujourd'hui, psychologie et pédagogie du comportement alimentaire. Voilà. Bien avant de dire ce qu'il faut faire, il faut savoir comment dialoguer avec les gens sur les difficultés qu'ils ont. Tant qu'on n'a pas compris ce qui fait qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'eux-mêmes voudraient faire, c'est pas la peine de prescrire, ça sert à rien. Si je résume un peu tout ce qui a été dit ce soir, ça veut dire que finalement, avec le GIECO, bien sûr, avec l'aide du GIECO, et surtout des personnes qui travaillent, qui contribuent au GIECO, le grand défi peut produire le même effet que, tu parlais tout à l'heure du siècle des Lumières. Moi, j'ai envie de te parler de la Renaissance. On dit toujours que la Renaissance a été faite par quelques centaines de personnes et on sait ce que ça a été. Donc, le grand défi peut faire un effet de Renaissance. Bah oui, comme Nelson Mandela, tout seul au fond de sa prison. On va le dire autrement, la différence entre l'utopie et le fantasme, c'est que dans l'utopie, des romantiques se donnent pour objectif d'y parvenir, même si ça paraît impossible. Et la plupart des utopies se réalisent, sauf si on est déprimé. En fait, la grande question, c'est de comprendre ce qui fait qu'on bascule de l'utopie dans le découragement. C'est Einstein, on lui attribue cette phrase, quand on lui demandait qu'est-ce qu'être un génie, c'est résister plus longtemps au découragement pour une chose qui nous résiste que la moyenne. Bon, on va essayer de regrouper le génie de chacun, en fait. Je pense que redit autrement, on a tous la capacité à réussir les choses que l'on désire, et le propre d'une époque comme l'époque actuelle, d'une époque déprimée, c'est qu'on ne réalise pas ce à quoi on croit. Et oui, c'est vrai que c'est fondamentalement néfaste. Et les romantismes et autres renaissances de tous ordres, c'est parce qu'il y a des gens qui ont su passer outre, soit parce qu'ils avaient le feu sacré, soit parce qu'ils avaient la connaissance ou l'intuition. On va essayer d'apporter un peu les deux. La science peut nous aider, ça suffit pas. Merci Jacques. On va devoir s'arrêter là avec toi, mais je voudrais avant de conclure, puisque tu as parlé de contagion tout à l'heure. Nous, on est de créer une sorte de contagion communautaire, et à la base de cette contagion, au début, au commencement, il y a les engagés. Et je voudrais qu'on regarde la petite vidéo qu'on a réalisée où nos chers engagés, il y en a certains qui écoutent, je vois, eh bien nous expliquent ce qu'ils font et pourquoi finalement ils ont choisi de s'engager dans le grand défi. Voilà, Laura, si tu as la gentillesse de nous passer. C'est d'abord une conviction profonde que je crois qu'on partage avec beaucoup d'engagés, c'est que la transformation du monde, elle passera aussi et nécessairement par la transformation des entreprises. Ces enjeux climatiques et de la biodiversité, ils sont actuels, c'est-à-dire qu'il faut les résoudre dès aujourd'hui, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, dans 50 ans. C'est aujourd'hui qu'il faut se mettre en action et agir. Si je me suis engagé dans le grand défi, c'est parce que je pense que face aux conséquences de plus en plus palpables du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, il faut agir beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. La dimension fédérative, participative, l'utilisation d'outils d'intelligence collective, ça en fait une initiative vraiment unique. Je suis persuadé que les entreprises et les citoyens qui les composent ont un rôle clé à jouer dans la mise en mouvement de nos sociétés pour faire face aux défis du dérèglement climatique. Je suis engagée pour le grand défi parce que c'est la seule initiative qui rassemble autant d'acteurs complémentaires autour d'enjeux vitaux. Le climat, la biodiversité et la transition des entreprises pour la planète. Le grand défi pour la planète est un projet qui est à la fois participatif, représentatif et tourné vers l'action. Parce que c'est une approche systémique qui mobilise les dirigeants, mais aussi les investisseurs et les salariés des entreprises pour trouver des solutions. Et je crois que c'est vraiment la manière la plus efficace de trouver des réponses à des problématiques qui sont extrêmement complexes. J'ai rencontré des fondateurs et des engagés formidables avec lesquels c'est un vrai plaisir de travailler. On est tous animés par une grande envie d'agir pour notre avenir et celui de nos enfants. Ce que ça m'apporte, c'est d'être enfin dans l'action et être maintenant dans l'action compte tenu de l'urgence des sujets climatiques et perte de biodiversité. C'est un projet hyper inspirant parce que on est un collectif.
et qu'on a tous envie d'aller dans le même sens. C'est une belle aventure d'hommes et de femmes qui ont cette féroce volonté d'embarquer toutes les parties prenantes de notre société. Je vous invite à vous engager à nos côtés pour relever le défi de notre siècle. Rejoignez-nous, c'est une magnifique histoire qu'on est en train de bâtir ensemble. Et vraiment, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre. De finir de monter, il y en aura d'autres évidemment. Et là, on voit d'ailleurs qu'une toute petite partie de la communauté des engagés, il y en a qui n'ont pas encore pris la parole, mais on en fera d'autres. Et voilà, pour construire ce grand défi, on va avoir besoin d'énormément d'énergie, de contribution, et voilà, et de personnes qui se mettent, d'ailleurs comme certaines entreprises qui nous soutiennent, les marraines, au service du bien commun. Voilà, donc c'est aussi bien à niveau individuel qu'à niveau collectif. Et c'est, je crois, ce que tu as évoqué tout au long de cet entretien, de cette passionnante discussion. Donc, on va refermer ce grand live. On en fera tous les mois à partir de... Et puis, évidemment, on va reprendre... À partir du 7 septembre, voilà, Jérôme. 7 septembre. Prochain grand live. On va faire un petit break bien mérité, je crois. On a tous besoin de vacances. Et puis, on se retrouvera le 7 septembre. Et j'en profite pour dire aussi que alors, le grand live, c'est une fois par mois, mais nous avons aussi le grand café. Le Grand Café, c'est un rendez-vous pour le coup hebdomadaire, plus porté sur le grand défi. Alors que le grand live est thématisé comme aujourd'hui avec le facteur humain. Le Grand Café est sur le grand défi, sur les questions qu'on se pose, sur nos progrès, nos évolutions, etc., l'avancée du processus. Et ça sera tous les mardis, à partir du 31 août. Donc, on vous donne rendez-vous. Et à 9h du matin. C'est le matin. Non, c'est plus le matin. Le Grand Café. Non, ouais, ça va évoluer. Ah, peut-être. Bon. En tout cas, sur LinkedIn, on vous tient au courant sur LinkedIn. À partir du 31 août, on retrouve le Grand Café hebdomadaire et à partir du 7 septembre, on retrouve à 18h le Grand Live. Voilà. Et on vous souhaite à tous un super bel été. Et si vous avez des questions, évidemment, vous allez sur notre site, vous avez les contacts, vous pouvez nous écrire, vous pouvez contribuer, vous engager à tous les niveaux qu'on a essayé de vous expliquer. Et bien vraiment, on a besoin de vous tous. Merci beaucoup, Jacques. Merci à tous de votre écoute, de vos questions, de vos remarques. Et puis, à très vite pour continuer à développer tout ça. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Et à vous. Merci, au revoir.